Alaikum Mazoul, bonsoir. Demain, le président français se rendra en Algérie en visite officielle. Une visite de travail et d'amitié, nous précisons. Une visite qui durera moins d'une journée puisque le président Macron ne passera même pas la nuit à Alger, à la grande déception du régime algérien qui a beaucoup insisté pour obtenir une visite de plusieurs jours et un programme autrement plus étoffé que celui de pure forme qui a été finalement convenu. Donc, si l'on s'en tient au protocole en usage, le président Macron devrait rencontrer le président Bouteflika et avoir avec lui un entretien d'une grande importance sur des sujets particulièrement graves. Des sujets brûlants sur le déploiement des troupes françaises au Sahel, sur la situation très inquiétante en Libye, sur la crise économique en Algérie et les sombres perspectives qui la guettent et qui toutes auront un impact direct sur la France et d'autres dossiers tout aussi préoccupants. Le problème pour le président français, le vrai problème, est qu'il n'aura pas de véritable interlocuteur puisque le président algérien est dans une totale incapacité mentale d'échanger quoi que ce soit. Contrairement au discours officiel français sur l'alacrité supposée de Abdelaziz Bouteflika, Macron sait parfaitement à quoi s'en tenir puisqu'il dispose de toutes les informations sur le véritable état de santé du personnage. De la même manière qu'il sait que celui-ci n'est plus qu'une façade institutionnelle pour des gens qui dirigent le pays en ses noms et lieux. De la même manière que Macron sait parfaitement à quoi s'en tenir sur la nature véritable du régime, sur les fortunes immenses de ces barons, sur leurs biens en France, sur leurs méthodes et surtout sur les conséquences de leur gestion, non seulement sur leur propre pays, mais même sur la France quand ils n'auront plus les moyens financiers de continuer à anesthésier leur peuple. Le tout est de savoir si Macron marchera sur les pas de son prédécesseur, M. François Hollande, et qu'il continuera à faire du brouillard sur les vrais tenants du pouvoir en Algérie, ou s'il se démarquera franchement de cette prise d'otage qui ne dit pas son nom. Depuis la visite de François Hollande à Alger, de l'eau a coulé sous les ponts. Les Français savent aujourd'hui que la situation est très grave en Algérie, très volatile aussi, dont il est impossible à quiconque d'en prévoir le développement. Ils savent aussi que de graves dissensions agitent le sérail algérien, que la rente qui permettait d'acheter toutes les forces s'est réduite en peau de chagrin et que si les choses dégénèrent, le territoire français subirait un tsunami migratoire le plus massif et le plus brutal de son histoire. Aujourd'hui. 20 minutes. Vidéo. Le Monde, Le Figaro, Mediapart et Quotidien privés de visa pour le déplacement de Macron en Algérie. Par la rédaction. Europe 1. La visite de Macron en Algérie, un voyage plein de pièges. Par Europe 1. Le soir d'Algérie. Contribution. Quel avenir pour les relations entre l'Algérie et la France? Par Karim Younes. Macron à Alger, attente des uns, indifférence des autres. Et j'imagine que c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et j'imagine que l'attente des uns, vous savez qui c'est l'attente des barons du régime qui espèrent beaucoup de choses de cette visite. Et l'indifférence des autres, c'est l'indifférence de la société algérienne qui s'en moque éperdument. Alors avec nous pour en parler, Ali Benouari, ancien ministre et président du parti Nida Al-Watan, Karim Tabou, président du parti UDS, et Jamila Harshawi, psychopédagogue. Je rappelle qu'Ali Benouari nous parlera depuis Genève, Karim Tabou depuis Alger et Jamila Harshawi depuis le Canada. Ali Benouari, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir Si Jamel, bonsoir à Si Karim Tabou et Madame Harshawi, merci de m'inviter.
Alors, donc voilà, Macron se rend demain à Alger. Et première nouvelle, voilà qu'on apprend que Alger a refusé de nombreux visas à de nombreux journalistes. Pourquoi, à votre avis? Ça, je ne sais pas précisément qui sont ces journalistes et pour quelles raisons on leur a refusé le visa. Peut-être qu'ils ont manifesté en d'autres occasions une parole critique à l'égard du régime dont on sait qu'ils n'aiment pas qu'on le critique. Mais bon, pour moi, c'est un détail. C'est surtout d'après ce qu'il semble, que le régime ne veut que des journaux qui ne s'alourdiraient pas sur l'état de santé de Bouteflika. Et il semblerait que ceci semble assez farfouilleur en la matière. Je pense que c'est une hypothèse tout à fait crédible, puisque il y a eu des précédents, n'est-ce pas? Il y a eu un précédent qui a illustré justement la mauvaise santé du président et qui n'était pas du tout à son avantage. Rappelez-vous cette photo truquée qui a été détricotée et qui a montré un président peu à son avantage. Et donc, effectivement, la présence de journalistes étrangers peut être gênante parce qu'on ne peut pas leur faire dire ils ne peuvent dire que ce qu'ils ont vu. On dit que la plupart des journalistes qui rentrent, surtout les photographes et les caméramans, sont priés de ne pas faire d'images en gros plan, seulement montrer le président de loin. Ça ne m'étonne pas, mais ça ne changera pas grand-chose. On nous montrera la même photo, les mêmes gestes du président amorphe. Voilà, ce qui n'empêchera pas évidemment la presse étrangère de s'en donner à cœur joie et de commenter l'état de santé du président. C'est un risque d'ailleurs, à mon avis, que les autorités algériennes ont pris, parce que tout le monde pourra constater, encore une fois de visu, que le président est très malade. Donc je pense qu'il sera difficile de le montrer sous un autre aspect que celui qui est le sien aujourd'hui. En tous les cas, nous apprenons que l'État français a été surpris, il se dit choqué de ce refus de visa et qu'il serait en train de mettre la pression pour obtenir que ces journalistes obtiennent leur visa. Restez avec nous, Ali Benouari, je reviens à vous, un petit tour d'horizon avec nos autres invités, je reviens à vous. Karim Tabou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Bonjour à tout le monde, à vos invités, c'est Ali et madame. Bonjour. Restez avec nous, Karim Tabou. Nous allons d'abord passer, si vous vous en rappelez, ce passage de M. François Hollande, ex-président de la République française. Quand il s'exprime, il dit « Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Il a toutes les capacités. Il l'a montré. Je ne parle pas de ce qu'il peut faire pour l'Algérie, mais pour apporter sa sagesse et son jugement pour régler la guerre et les crises du monde. Rien que ça, et nous allons l'écouter. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité, cette capacité de jugement. Karim Tabou, qu'est-ce qui faisait courir François Hollande pour qu'il se soit lancé dans une telle sortie à un moment où tous les Algériens, sans exception, tous, sauf ceux qui sont de mauvaise foi, savent que leur chef d'État n'est plus qu'une façade, en trompe-l'œil, derrière laquelle se cachent les véritables maîtres du pays. Pourquoi François Hollande a-t-il pris un tel risque pour se faire le complice d'une prise d'otage? En tout cas, si on décortique le propos, on s'aperçoit de deux choses. Soit des conflits dont aurait
discuté, parlé Hollande avec Monsieur le Président de la République. Ils sont toujours là. Ils sont encore plus graves qu'ils étaient il y a 3 ans. Le conflit en Libye, la situation au Mali, et bien dans d'autres régions. Donc, soit Monsieur Hollande n'a pas ses capacités de jugement, puisqu'il a été voir quelqu'un qui devait l'aider à comprendre, mais surtout à dégager des solutions sur ces conflits. Il a insisté sur ça. 3 ans après ou plus, nous sommes encore dans une situation plus grave. Soit l'un n'a rien dit à l'autre, soit l'autre n'a rien compris de la situation de la région. Mais en tout cas, les relations algéro-françaises, notamment au temps de Hollande, c'était un autre contexte politique. Et quand il parle d'alacrité, il a compris que les gens d'Alger avaient besoin de mots, avaient besoin de tels qualificatifs, parce que le débat était chaud dans le pays sur les aptitudes du président après son retour de sa convalescence, de son hospitalisation. Il y avait tout un débat sur sa capacité, ses aptitudes physiques et mentales à gérer, à continuer de gérer le pays. Souvenez-vous que c'était dans un contexte où il y avait même des voix qui avaient revendiqué la tenue d'élections présidentielles anticipées. Donc la venue de Hollande était une venue salutaire pour le régime et que les mots qui étaient prononcés étaient presque destinés à répondre à l'opposition, à l'opinion publique, plus qu'un discours d'un chef d'État qui explique les relations entre les 2 États. Souvenez-vous également que c'était pendant la période où il y avait ce que la presse algérienne avait appelé le groupe des 19, qui avait demandé un entretien avec le président, et que c'était un contexte où les gens s'interrogeaient sérieusement sur ses capacités à gérer le pays. Donc François Hollande, il vient dans ce contexte-là. Il a bien compris que le régime algérien était une proie facile à prendre. En échange de quoi? En échange de mots, en échange de complicité. C'est plus un pacte de complicité qui fut passé et que la France, comme à son accoutumée, continue d'apporter son soutien, voire son apport dans des situations d'urgence. Et je pense que c'était le rôle qu'avait joué François Hollande. Restez avec nous, Karim Tabou. Restez avec nous, je reviens à vous. Jamila Harshawi, merci d'être avec nous. Jamila Harshawi. Est-ce que Jamila Harshawi est avec nous, s'il vous plaît? Jamila Harshawi? Nous allons revenir vers elle dans un petit moment. Ali Benouari. Donc voilà, M. Macron, président de la République française, se déplace à Alger. Alger a tout fait pour obtenir une vraie visite d'État de plusieurs jours avec des déplacements à l'intérieur du pays. Et il semble que Macron n'ait pas voulu, malgré le véritable siège de l'ambassadeur d'Algérie, de France, d'Algérie en France. Et donc, voilà, il ne restera à Alger que quelques heures. Alors, à votre avis, Ali Benouari, pourquoi faire? C'est une bonne question. Le fait qu'il ait décalé son voyage, qu'il ait été au Maroc avant d'aller à Alger, et déjà devrait interpeller les Algériens. Le fait qu'il ne passe que quelques heures également, je le considère personnellement comme un affront pour un pays qui a soutenu sa candidature au mois de février dernier, quand Macron s'était déplacé à Alger. Bref, c'est un affront pour moi que nous méritons. De quoi il va discuter, je ne pense pas, vu le faible temps qu'il passera à Alger, je ne pense pas qu'il aura le temps de discuter de quoi que ce soit. C'est plus une visite de remerciement pour l'avoir soutenu en février, mais sans plus. D'ailleurs, sur le plan économique, les relations ne sont pas extraordinaires. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails. En tout cas, elles sont au désavantage de l'Algérie. Sur le plan de la sécurité régionale, etc., je pense qu'ils ne pourront qu'effleurer le sujet, y compris
sur le plan de la politique moyen-orientale, où la voix de l'Algérie est complètement inaudible. Mais j'aimerais dire aussi que ce qui frappe au premier abord, depuis la visite du premier chef d'État français après l'indépendance, à savoir Giscard d'Estaing, c'est que ce qui frappe, c'est l'abaissement ou l'affaissement du niveau ou de la qualité des relations entre les deux pays. Alors que Giscard avait parlé le premier de refondation des relations entre l'Algérie et la France, de tourner la page de la colonisation, laissant entendre par là que l'avenir serait radieux. Finalement, 8 présidents se sont succédés depuis De Gaulle, et en face, nous avons un glacis, un pays géré par les mêmes hommes. Je vous donne un exemple, juste quelques chiffres. Alors que 80% de la population algérienne a moins de 20 ans, a moins de 40 ans, nous sommes dirigés par un président qui a 80 ans. Alors que De Gaulle avait 72 ans à l'indépendance et Bouteflika 25 ans, et bien Bouteflika aujourd'hui a 80 ans et le président français a 2 fois moins que l'âge de Bouteflika et de Gaulle en 1962. Tout est dans ces chiffres. Nous avons un pays archaïque, un pays qui est tourné vers le passé et un pays, la France, qui est tourné vers l'avenir, une économie dynamique. Mais tout cela, évidemment, reflète l'état déplorable des relations entre les deux pays. Mais avec qui va parler Macron, en fait? Quel sera son véritable interlocuteur, puisque son homologue, le président de la République algérienne, n'est pas en état de pouvoir parler de quoi que ce soit? Donc, avec qui Macron va-t-il vraiment parler? Est-ce avec les vrais hommes de l'ombre qui tiennent le vrai pouvoir, ou va-t-il faire semblant, comme Hollande, de discutailler avec M. Bouteflika? À mon avis, il va faire semblant, puisqu'il n'y a pas de véritable interlocuteur en face, et surtout, il n'a pas le temps d'aborder de vrais sujets. De quoi il va parler me semble plus important de savoir, ou au moins aussi important de savoir avec qui il va parler. Les deux, évidemment, se conjuguent pour faire de cette visite un non-événement pour la France et une grande déception pour le pouvoir algérien. Mais les vrais problèmes dont tout le monde parle, Ali Benouari, c'est la situation au Sahel, la situation en Libye, la situation en Algérie, la grande crise économique qui va frapper encore plus fort le pays, avec les conséquences possibles sur la France, notamment en termes de tsunami migratoire, comme on est en train de le nommer maintenant à l'avance, et des relations et des élections de 2019, les élections présidentielles algériennes. Or, qui va parler de tout ça avec M. Macron? À mon avis, personne. Personne n'a l'autorité suffisante pour aborder des sujets aussi sérieux, en tout cas pour les aborder en profondeur. C'est-à-dire le point de vue de l'Algérie qui est signataire des accords d'Alger, qui est garant des accords d'Alger, signés à Bamako en 2015, la situation de la Libye qui est à nos portes, qui est un pays qui est frontalier, où nous devrions avoir une politique algérienne, une politique dynamique, où nous devrions être présents, mais on n'est pas présent. Mais ce sont des sujets trop sérieux et des domaines où nous sommes absents, où l'Algérie est absente. Alors, qu'est-ce que la France doit attendre de l'Algérie sur tous ces sujets? À mon avis, pas grand-chose, si ce n'est une implication dans la question du Sahel, voire un peu en Libye, mais pas trop, mais seulement du point de vue de ce que l'Algérie peut apporter à la France, c'est-à-dire sur le plan militaire. La France est sous-équipée, la France n'a pas d'argent, n'a pas les moyens de sa politique au Sahel, mais elle espère peut-être compter sur Alger, sur l'Algérie, pour avoir justement les moyens qui lui manquent au Sahel. Ceci, il me semble, est le point le plus important. Maintenant, bien sûr, tout cela fait que la France ne voit que ses intérêts. L'Algérie s'enfonce inexorablement dans la crise, mais la France continue à entretenir des relations à court terme avec l'Algérie, c'est-à-dire considère notre pays comme un marché, comme une vache à lait, et certainement pas
comme un pays avec lequel il faut investir. Mais je reviendrai à vous, Ali Benouari, pour vous poser cette question justement d'intérêt à court terme qui risque d'oblitérer une véritable vision à long terme et se retrouver dans une situation qui pourrait s'avérer catastrophique et pour la France et pour l'Algérie tant que la France soutient ce régime. Je reviens à vous dans un moment, Ali Benouari. Jamila Harshawi vient de nous rejoindre. Merci d'être avec nous, Jamila Harshawi. Salam alaikum Azoul. C'est moi qui vous remercie en fait de m'avoir invité. Merci. Alors, que vous inspire ce voyage à vos invités, oui. Ce voyage de M. Macron en Algérie demain? Ben, écoutez, avant de commencer, j'aimerais dire bonjour à vos invités. Merci. Et donc, par rapport à cette visite, moi personnellement, à la place de M. Macron, j'aurais honte. Vraiment, j'aurais honte de cette visite. Pourquoi? Parce que... Mais la politique n'a pas d'état d'âme, Jamila Harshawi. Exactement. Ni les raisons d'état, hein, n'est-ce pas? Tout à fait, oui, c'est ce qu'on dit. Mais une politique immorale, je trouve ça quand même déplorable. Parce qu'avaliser un régime qui est en faillite dans tous les sens du terme, donc faillite économique, l'État n'est nulle part, il y a un désengagement moral total, un président qui est dans un état complètement désastreux, hein, et donc l'état de santé, que ce soit économique ou autre. Bien sûr qu'ils ont besoin d'alibi. Hein. Quand vous parlez, par exemple, de François Hollande qui avait parlé d'alacrité, ben, je me souviens, ça me rappelle un peu lorsque DSK est allé en Tunisie et qu'il avait parlé, présenté, d'ailleurs la vidéo existe toujours, du modèle tunisien. Il l'a présenté comme étant un modèle à suivre. Et donc, ils ont besoin d'un alibi, hein, de dire qu'on est parti dans un pays qui est en démocrate, on voit des élections où personne ne participe à ces élections-là. Puis après, on lit dans la presse qu'il va s'adresser aux jeunes, mais s'adresser à qui? Aux jeunes, je ne comprends pas, pour leur dire quoi, ces jeunes? Macron, qui n'est même pas capable de résoudre de trouver de l'emploi chez lui, il vient chez nous pourquoi? Pour s'adresser à la jeunesse et pour leur dire quoi? Les jeunes qui prennent la fuite dans des embarcations de fortune, nous sommes tous victimes d'un système, là. Et je ne comprends pas comment est-ce qu'il va s'adresser à la jeunesse. Je ne comprends pas. Oui, mais la France, qu'on le veuille ou non, dispose d'une véritable influence en Afrique, au Maghreb, et elle se permet même le luxe de faire de l'équilibrisme entre les uns et les autres. Elle est très sollicitée, la France, par les régimes maghrébins et africains. Oui, ce n'est pas de l'équilibrisme, hein. Macron, vous savez, la position de la France, c'est le leadership, hein, d'avoir son leadership en Afrique, dans la région, c'est une mainmise, hein, donc il ne faut pas se leurrer, hein, donc on sait, c'est au lieu de résoudre les vrais problèmes socio-économiques, c'est-à-dire au lieu de toucher le problème du doigt et se demander pourquoi ces jeunes, justement, ce flux migratoire qu'ils essayent de distinguer entre les demandeurs d'asile des pays venant des pays de guerre et le flux migratoire des jeunes en Afrique à cause du désespoir, parce qu'il n'y a pas de travail, parce que le système ne marche pas, parce que cette ouverture économique n'est que de la fausseté. C'est une ouverture qui est complètement... vous savez, il y a des cadres actuellement qui prennent la fuite parce que la fonction publique déjà ne fonctionne pas. Donc comment voulez-vous qu'il y ait un libéralisme alors que on trouve des produits qui viennent d'Europe qui sont supervisés moins chers que ce qui est local, et il n'y a même pas de production, il n'y a pas d'industrialisation, il n'y a rien. Donc, restez avec nous, Jamila Harshawi, je reviens à vous dans un moment. Karim Tabou, tout le monde en Algérie convient d'une chose, c'est que la France compte dans la politique algérienne, dans la désignation des présidents, dans certaines situations. On se rappelle, hein, en 1991, lors de l'interruption du processus électoral, où des témoignages arrivent aujourd'hui pour nous dire que c'était M. Mitterrand en personne qui a dit qu'il ne fallait pas
que le fils passe et qu'il fallait interrompre le processus électoral. Mais pas seulement. Beaucoup de gens affirment, beaucoup d'observateurs très sérieux, affirment que sans l'influence, tout le poids de M. François Hollande, ex-président de la République française, jamais l'armée algérienne n'aurait accepté que M. Bouteflika remplisse un quatrième mandat, alors qu'il avait difficilement fini son troisième mandat, qu'il remplisse un quatrième mandat sans même faire sa campagne électorale, qu'il soit élu haut la main avec un chiffre absolument incroyable. Et aujourd'hui, qu'en est-il, Karim Tabou? Vous pensez que M. Macron va rester dans la même ligne de conduite et mettre son grain de sel dans les équilibres du régime algérien? Moi, je pense qu'il y a eu une zone d'illisibilité de la France vis-à-vis de l'évolution de la situation en Algérie, parce que par le passé, les choses étaient relativement simples et claires. Les relations algéro-françaises étaient sous le monopole absolu des services, des réseaux, qui ne sont pas nécessairement les institutions officielles apparentes, l'ambassadeur ou le chef de l'État, etc. Tout se déroulait dans le cadre des services, de la coopération, des réseaux d'intérêt, etc. Il y a eu quand même une turbulence, une zone d'illisibilité sur l'évolution de la situation en Algérie. Quelle est aujourd'hui la capacité d'influence des anciens réseaux des services par rapport à la présidence de la République? Ça reste quand même un point d'interrogation et je pense que Macron va essayer de jouer sur cette page-là. Et là, il trouvera des gens qui ont des besoins très importants en termes politiques, parce que aujourd'hui, vendre cette image d'un pays dirigé par un président, justement, qui n'a même pas eu les moyens de faire sa campagne électorale, c'est difficile. C'est difficile, donc les besoins sont plus importants. Il y a quand même un détail sur lequel vous avez parlé dans votre présentation. Cette visite en Algérie est-elle inscrite dans les calendriers de l'Algérie ou dans le calendrier français? C'est très important de s'interroger sur justement les dossiers qui avaient constitué des éléments de blocage par le passé. Souvenez-vous, quand il y avait l'arrestation du chef du protocole de la présidence sur l'aéroport français, accusé d'être complice dans l'assassinat d'Abin Sidi. Également un certain nombre de sujets, les négociations, l'étape pré-négociation sur, soi-disant, la mise en place d'une usine Renault, etc. en Algérie. Il y avait également la situation financière particulière pour l'Algérie, et également particulière pour la France qui avait subi donc les conséquences de la crise financière, etc. Donc les contextes, ils ont évolué. À mon avis, aujourd'hui, le problème n'étant pas dans ce que peut dire Macron aux Algériens. Il trouvera toujours des choses à dire. Il trouvera toujours des choses à vendre, comme il le fait bien. Il le fait bien partout où il passe. Il a ses formulations, il a ses phrases frappantes, il a ce qu'on appelle le consommable médiatique et il est spécialiste en la matière. Mais la réalité de tous les jours est que les services français, je pense, n'ont pas encore trouvé la réponse définitive. Ils s'interrogent. Ils s'interrogent sur la capacité de ce régime à jouer les rôles qui étaient les siens par le passé, c'est-à-dire à poste avancé de surveillance de la Méditerranée, parce que le monde aujourd'hui, notamment l'Occident et en particulier la France, s'inquiète sur les flux migratoires, d'autant plus que le sujet qui est également doublé de la menace terroriste en France a mobilisé des opinions publiques françaises. Donc le président français ne vient pas apporter des réponses à l'opinion publique algérienne, il va essayer d'apporter des réponses à l'opinion publique française.
Donc, c'est pour cette raison que je me suis interrogé. La visite est-elle inscrite dans le calendrier français ou dans le calendrier algérien? Ce qui est d'apparence. Je pense que le pouvoir algérien, les gens qui décident même de la délivrance des visas, ont piqué une petite colère en disant finalement cette visite qu'on voulait être un événement politique majeur du pays à un moment où le pays a besoin d'un événement majeur. Parce que ce statu quo, ce blocage, ce regard fixé sur un pays qui est en train, un pays qui se meurt, un pays qui est bloqué, le pouvoir a besoin de faire quelques événements par lesquels il va un peu se donner des bouffées d'oxygène. Finalement, on s'aperçoit qu'après la visite de Macron au Maroc, qui était un événement important, autant en France qu'au Maroc, autant au niveau politique qu'au niveau des affaires, au niveau de la classe des affaires, etc. Et puis il y a eu ce sommet africain avec la France. Je pense que tout ce qui a été prévu comme action, comme discours a été fait. Et finalement, la visite en Algérie, elle vient comme ça, comme une prolongation, mais qui n'est pas importante par rapport aux événements qu'il y a eu au courant de la semaine, la visite de Macron dans certains pays africains, le sommet à Abidjan, la visite au Ghana, et puis cette visite particulière au Maroc. Donc finalement, c'est pas un événement. C'est pas un événement, d'autant plus que les zones d'incompréhension, les zones floues persistent. On ne sait pas. L'Algérie n'apporte pas de réponse claire, n'a pas de notion de gestion par anticipation ou de gestion de prospective. Ce pays, et nous n'avons pas d'interlocuteurs. Et quand vous trouvez des interlocuteurs, vous vous rendez compte de leur incapacité à se prévoir. Un pays qui a eu de telles entrées et qui ne s'est pas projeté sur une année, et on a eu les dégâts avec des premiers ministres qui déclarent que l'Algérie était capable de ne pas pouvoir payer les fonctionnaires du mois de novembre et du mois de décembre et du mois qui vont venir. Donc, même quand vous avez des interlocuteurs devant vous, qui peuvent être des services de l'armée, de la présidence, etc., le pays est tellement dans une crise politique, morale, économique, et puis il n'y a plus de souffle. Il n'y a plus de souffle. Ce pays est à bout de souffle. Et bien sûr, comment passer à une étape nouvelle, à un cap nouveau, par quel instrument, je pense que nous nous interrogeons, nous les Algériens d'abord, nous sommes les premiers concernés. Nous n'avons pas tout le temps les réponses. Que dire alors de nos partenaires, de nos amis, des gens qui ont l'habitude de considérer que le problème algérien, il est pris en charge. Restez avec nous, Karim Tabou. Je reviens à vous dans un instant. Ali Benouari, nous parlions tout à l'heure de cette vision à courte vue. Les intérêts de la France, c'est normal, il est tout à fait normal que chaque État ait sa propre raison d'État, sans état d'âme, au nom de laquelle il dirige ses affaires, il conduit sa politique. Or, est-ce que ce genre de vision à courte vue ne risque-t-il pas de devenir très contre-productif pour la France, qui, rappelons-le, est à quelques centaines de kilomètres de l'Algérie, pour une population où il y a de très nombreux franco-algériens, de très nombreuses personnes qui ont des visas en cours de validité et d'autres personnes encore plus nombreuses qui seraient déterminées à se rendre en France si jamais la situation se dégradait en Algérie. Est-ce que la France ne risque pas justement de se retrouver dans une situation très peu confortable? C'est un aspect du problème. Effectivement, l'aspect migratoire est un aspect du problème, mais ce n'est pas, et de loin, le seul. Jusqu'à présent, la France a considéré l'Algérie comme un robinet de pétrole et comme un marché. Tant que la situation
politique était gérée, donc pas de troubles, pas de guerre, etc., la France s'accommodait de cette situation à court terme, court-termiste. Cette vision qui est une vision qui est indigne des hommes d'État. Il n'y a pas d'homme d'État, ni d'un côté, ni de l'autre. Depuis De Gaulle, la France n'a plus un homme d'État capable de réfléchir à long terme les relations entre les deux pays. En Algérie, c'est naturellement pire, puisqu'on a le même système qui s'auto-alimente et qui détruit le pays à petit feu depuis l'indépendance. Je vais vous signaler l'écart des âges qui s'est inversé. Le président français est 2 fois moins âgé que le président algérien, alors qu'à l'indépendance, c'était l'inverse. Cette situation, évidemment, est très grave pour les deux pays. Ce qui va se passer, bien sûr, la France est inquiète, de plus en plus inquiète de ce qui peut se passer en Algérie parce qu'elle s'aperçoit que la digue risque de céder à tout moment. Ils n'avaient pas fait ce calcul parce que précisément, ils avaient une politique, ils avaient le nez dans le guidon. Tant qu'on leur achetait, la France pouvait écouler ses marchandises en Algérie, tant qu'elle pouvait compter sur la magnanimité des dirigeants algériens qui soutenaient les uns après les autres tous les candidats aux élections en France, ça allait bien. Mais aujourd'hui, la situation est en train de changer dangereusement. On parle de plus en plus en France du risque migratoire, du risque sécuritaire. Évidemment, et en Algérie aussi, on parle de plus en plus des conséquences de la poursuite de cette politique. Maintenant, que vous dire de plus? C'est que le président Macron devrait, de par son âge, je pense, de par le fait qu'il soit né après l'indépendance, devrait tâcher de rompre avec cette politique traditionnelle et réfléchir et voir loin et se comporter comme un homme d'État vis-à-vis de l'Algérie, de voir les intérêts à long terme de la France, parce qu'à long terme, si les choses étaient gérées convenablement, les deux pays seraient gagnants sur tous les plans. Sur le plan économique, la France échangerait 50 ou 60 milliards d'euros par an au lieu de 6-7 milliards avec l'Algérie. Elle pourrait investir massivement, permettant à ces entreprises de créer de l'emploi et de la richesse en Algérie pour le bien des deux pays. En termes d'influence culturelle. Mais les chefs d'État, Ali Benouari, les chefs d'État ne travaillent pas pour le long terme, ils ne travaillent pas pour leurs successeurs, ils travaillent pour eux-mêmes, ils ont besoin de court terme. Les hommes politiques travaillent pour eux-mêmes ou pour leur parti. Les hommes d'État travaillent pour leur pays. Telle est la différence. Je citais De Gaulle qui, lui, avait une vision à long terme pour la France. Inutile de parler de tout ce qu'il a fait pour son pays. Mais ses successeurs n'ont pas été à la hauteur, en tout cas s'agissant des relations avec l'Algérie et avec le Maghreb. Aujourd'hui, la France mise de plus en plus sur le Maroc, qui a de plus en plus d'influence en Afrique. L'Algérie est en train de disparaître de la scène. Mais en même temps, l'Algérie inquiète la France. De nombreux milieux en France se demandent ce qui va se passer si la digue cède. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Macron, en quelques heures, c'est un voyage, à mon avis, purement protocolaire. Mais il va revenir avec certainement plus d'inquiétude et plus de questions ou de questionnements qu'il n'a de réponse à apporter. Justement, Ali Benouari, beaucoup de gens se posent la question sur l'état d'esprit de M. Macron à l'endroit de l'Algérie, qui n'est certainement pas celui de M. François Hollande, qui paraît, contrairement à son voyage d'avant les présidentielles françaises, où il était très enjoué, très chaleureux, plein de boussades, d'accolades et tout. Là, il paraît très distant, très réservé. Il a refusé même de passer la nuit à Alger. Il veut prendre ses distances très vraisemblablement. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qui le motive? Vous avez signalé son âge. Effectivement, le président Macron appartient à une nouvelle génération de dirigeants français. Il ne peut pas réfléchir, raisonner comme les autres. Et la preuve, dénoncer pour lui les crimes, la colonisation française comme un crime contre l'humanité, lui est très facile, n'est-ce pas? Il est né après l'indépendance et il n'a pas de complexe à ce niveau-là. J'aimerais qu'il utilise précisément sa souplesse d'esprit, sa jeunesse, sa façon de voir
la région méditerranéenne et autrement que ses prédécesseurs. Il est possible qu'il en arrive à opérer une révision dans les relations algéro-françaises dans le bon sens. C'est possible parce que précisément il n'est pas lié par les liens du passé. Mais il peut aussi céder au lobby. Je rappelle que le lobby des affaires scabreuses, comme j'ai coutume de l'appeler, existe en France. Il rencontre le lobby des affaires algériennes. Et il me rappelle, ce double lobby me rappelle le lobby des pieds noirs, qui a constamment veillé à ce que les indigènes que nous étions ne soient pas les égaux des Français. Et malgré que le mouvement nationaliste algérien demandait l'assimilation, bien au-delà de l'intégration, il demandait l'assimilation. Le mépris dans lequel nous étions tenus est pour une grande part dû à ce lobby des pieds noirs qui achetait à tour de bras des députés en France et qui faisait la politique de la France, de la métropole. Eh bien, depuis l'indépendance, c'est de nouveau le règne des lobbies. J'espère que le président Macron s'affranchira de ces lobbies et pourra conduire la France vers une politique digne de la grandeur que la France a toujours affichée. Mais ces lobbies, Ali Benouari, Ali Benouari, ces lobbies dont vous parlez, les lobbies algéro-français qui se sustentaient plutôt en millions de dollars, en dizaines de millions de dollars pour influer sur la politique française, pour arroser la presse française de publicité, pour faire conclure des contrats des entreprises françaises contre rétribution, vous le savez très bien. Et on connaît ces lobbies. Mais aujourd'hui, ces lobbies ne jouissent plus d'autant d'argent du régime algérien qu'il n'en a plus, tout simplement. Est-ce qu'ils ne sont pas condamnés à périr par manque de subsides? Non, parce qu'ils ne raisonnent pas comme vous. Tant qu'il y a de l'argent à gagner en Algérie, comme des prédateurs, comme des vautours, tant qu'il nous restera le moindre centime, ils seront là. La question se pose aux politiques. Ces lobbies continueront d'exister. Est-ce que le président Macron réussira à s'affranchir de ces lobbies et voir loin dans les relations entre les deux pays ou entre le Maghreb et la France? C'est égal. Mais il faut savoir que la France, et Macron le sait pertinemment, comme beaucoup de Français éclairés, l'Algérie est le plus important pays du Maghreb. L'effondrement de l'Algérie aura des conséquences incalculables sur le Maghreb, la rive sud et sur la France et au-delà sur l'Europe. Donc je pense qu'il doit penser à toutes ces questions-là au moment où il s'envole pour Alger. En tout cas, j'espère de tout mon cœur qu'il réfléchira différemment il pensera différemment les relations algéro-françaises. Restez avec nous, Ali Benouari. Jamila Harshawi, justement, ces lobbies dont nous parle Ali Benouari, vous savez, ces lobbies se sont constitués d'anciens très hauts fonctionnaires des services secrets français, sont constitués de ministres, d'ex-ministres français, sont constitués de messieurs France-Algérie, très connus sur la scène, sont constitués de magnats de la finance, de la presse, des médias français, et qui tous sont très près autour des rouages politiques français et les influencent en faveur de ce régime algérien qui peut pratiquer à huis clos ce qu'il veut dans sa propriété qu'est l'Algérie. Comment faire Jamila Harshawi, selon vous, pour réveiller un peu l'opinion publique française sur ce qui se passe, sur ces connivences, sur ces sombres connivences de ces lobbies et d'un certain personnel politique français avec le régime algérien? Oui, justement, l'opinion, on voit qu'il y a un verrouillage de l'information. C'est sûr que ce lobby joue un très grand rôle. Et il faut conscientiser, il faut que les citoyens d'outre-mer, justement en Europe, et tout soient conscients de ce qui se passe. Et même en termes de crise qui est en ce moment en Europe et ailleurs, ça a des répercussions, ça a une origine. C'est clair que cette politique néolibérale va dans le mur. Vous savez, par exemple, pour ce qui est des flux migratoires, les jeunes désespérés, en fait, qu'est-ce qui leur arrive? Vous savez qu'ils sont chassés en France.
ça c'est terrible parce que Macron, en ce moment, est en train de faire une chasse à l'homme carrément. Il paraît que tous les matins, des gens sont pourchassés dans les parcs partout, des Africains qui sont en France de manière illégale, sans papier. Je ne sais pas comment est-ce qu'il peut... C'est pour ça que je trouve un peu paradoxal qu'en Afrique, il tienne un autre discours. C'est de l'ordre un peu de la schizophrénie. Et ces jeunes-là désespérés en Afrique, c'est en Afrique justement qu'il faut régler le problème. Ça fait des années que ça dure, qu'il y a des flux migratoires incroyables qui ont lieu, puis les gens soudainement s'offusquent parce qu'il y a de l'esclavage. Mais justement, Jamila Harshawi, le Maghreb, entre autres pays autour de l'Europe, le Maghreb pour le côté sud de l'Europe est considéré comme une Frontex, une frontière extérieure de l'Europe. Maroc, Algérie, Tunisie, Libye sont appelés à jouer le rôle de frontière extérieure de l'Europe et de refouler les Africains qui tentent de les traverser pour se rendre en Europe. Vous croyez que ce rôle peu honorable sera encore joué longtemps? Ah oui, je pense qu'il sera malheureusement joué très longtemps. Parce que la véritable politique, en fait, c'est que déjà, l'Algérie, par exemple, hein, ou le Sahel, là, par exemple, quand vous avez parlé du Sahel, je fais juste le Maroc, par exemple, n'est pas un pays frontalier du Sahel. Et il propose actuellement ses services à la force antiterroriste, c'est-à-dire qu'en Algérie, mis à part le fait d'avoir survolé le territoire national par des avions de chasse français, il y a eu une création d'un organisme c'était un projet mort-né que l'Algérie avait, en fait, auquel elle avait donné naissance dans ce sens-là. J'ai oublié le nom, comment il s'appelle. Mais il y a une absence. Sur le plan diplomatique, c'est au niveau de l'Afrique qu'il faut déjà travailler. C'est au niveau au sein de... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'Afrique? C'est-à-dire, l'Algérie, il est où son rôle? Quel rôle diplomatique joue-t-elle quand on s'enorgueillit? Oui, Bouteflika, c'est le plus jeune diplomate, et blabla. Mais en termes de diplomatie, l'Algérie a la grande absence. Elle a la grande absence. Qu'est-ce qu'elle fait pour justement réguler, pour trouver justement... Comment ça, des Touaregs ou des gens qui... Actuellement, les Touaregs n'ont même pas de tourisme. Vous savez qu'il n'y a même pas de tourisme actuellement. Et après, on se demande pourquoi il y a des prises d'otages, pourquoi il y a du narcotrafic, pourquoi il y a du terrorisme. Mais que vont-ils faire, ces jeunes désespérés qui sortent des universités, qui n'ont rien à faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si ce n'est fuir ou bien se lancer dans le narcotrafic ou alors restez avec nous, Jamila Harshawi. Je suis désolé de vous interrompre, il ne reste plus beaucoup de temps. Karim Tabou, il nous reste environ 3 minutes. Karim Tabou, est-ce que l'arbitrage, cet arbitrage dont on parle tant dans les couloirs du régime, dans les officines, dans les salons algérois, est-ce que cet arbitrage de la France pour la suite des événements, pour les élections 2019, va encore jouer, selon vous? Oh, je pense que l'arbitrage, cela suppose qu'il y a de graves conflits et qu'il y a des arbitrages. Moi, je pense que les institutions du pays et essentiellement l'institution détentrice justement de ce pouvoir qui est l'armée, je pense qu'il n'a pas montré son refus, son opposition à cette gestion. Bien au contraire, l'institution militaire, aujourd'hui, il est assuré de la stabilité relative de la gestion des institutions et qu'il y ait des élections et qu'il y ait des partis, qu'il y ait des choses. L'essentiel, qu'il ne sera pas amené à intervenir pour rétablir l'ordre dans des situations. Je pense que l'armée ne va pas s'opposer, bien au contraire. Bien au contraire, l'armée a connu également des modifications, des transformations de l'intérieur. Il va falloir un jour ouvrir le débat et s'interroger sérieusement sur les capacités aujourd'hui de l'institution dans sa composition humaine actuelle à faire opposition à quoi que ce soit. Donc, est-ce que la France joue l'arbitrage? Moi, je pense que la France continue d'avoir
la part du lion dans la décision politique est là parce que la puissance des réseaux passe sur la puissance des institutions. Merci Karim Tabou, merci Ali Benouari, merci Jamila Harshawi, merci à vous chers amis de nous avoir suivis. Bqaw ala khair, salama.